Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MyLittleBot. Je suis Sylvain, je suis expert en RPA. Ça fait environ 5 ans que je travaille dans ce domaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la certification UIRPA et notamment mon programme de formation pour que vous passiez et que vous réussissiez la certification UIRPA. Donc vous avez deux certifications officielles de UiPath. Vous avez la certification UIRPA qui est celle de premier niveau et vous avez la certification UIARD qui est celle pour les développeurs avancés. Donc j'ai passé les deux certifications au mois de septembre 2021 et donc aujourd'hui on va se concentrer sur la certification UIRPA. Alors les certifications, vous le savez bien, dans le domaine de l'informatique, c'est quelque chose qui est assez important. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que des clients me demandent de montrer une certification sur l'un des outils de RPA. Et donc du coup, c'est une principale motivation pour passer les certifications. Et également, vous pouvez aussi utiliser ces certifications comme un moyen d'actualiser vos connaissances sur l'outil UiPath, puisque vous avez sans cesse des nouvelles versions de UiPath qui sont publiées. Et donc, moi, ça m'a aussi permis vraiment d'actualiser mes connaissances sur l'outil et vraiment d'avoir une vision globale de tout ce que propose aujourd'hui l'outil UiPath. Donc, dans cette vidéo, on va faire les choses par étapes. Je vais d'abord vous présenter la certification sur la base de la documentation de UiPath, comment je l'ai préparée, et enfin on fera ensemble l'examen de test en ligne, puisque UiPath vous permet de vous entraîner sur un examen blanc en ligne qui est très proche de l'examen final. Donc c'est la meilleure façon pour moi de vous préparer à cet examen-là. Et cet examen il a la particularité que lorsque vous avez soumis toutes vos questions, vous n'avez pas accès aux réponses, donc vous ne savez pas en fait quelle était la bonne réponse sur les questions. Donc du coup, ce que je ferai, c'est qu'en plus de vous montrer les bonnes réponses, je vous expliquerai pourquoi chaque réponse est la bonne sur les différentes questions. Donc avec tout cela, je pense que vous aurez toute la préparation et tous les moyens pour que vous réussissiez la certification URLPA. Allez, sans plus attendre, je vous propose de débuter. Je passe sur mon écran. Donc ici, je suis sur la page de UiPath Learning Certification. Donc c'est là où vous allez trouver toutes les explications sur les deux types de certification dont je vous ai parlé. Donc la Associate et la Advanced Developer. Donc aujourd'hui, nous, on va travailler sur l'Associate. Et vous voyez qu'en fait, cette certification-là, elle n'est pas forcément dédiée uniquement aux développeurs. Elle est aussi dédiée au ce qu'ils appellent le General Track. Donc ça peut être des business analysts et des chefs de projet RPA. C'est toujours intéressant, même si on n'est pas développeur, de comprendre comment on utilise l'outil, de comprendre comment il fonctionne. Ça vous permet toujours de challenger le travail du développeur. Donc moi, je vous la recommande également si vous n'êtes pas un développeur ou dans une position de développeur UiPath. Donc pour préparer cette certification, en fait, vous avez ici un PDF qui vous explique tous les détails de l'examen. Donc on va commencer par là. Et je vais faire quelques commentaires dessus. Donc, tout simplement, on vous explique donc la cible de cette formation pour cette certification. Donc, vous avez donc, les jeunes développeurs. C'est la certification de premier niveau. Donc, elle est destinée essentiellement à des juniors. Et donc, vous avez, comme je l'ai indiqué, des business analysts et pourquoi pas aussi d'autres profils, typiquement architectes, des jeunes diplômés, notamment école d'ingénieur en informatique. Vous verrez que finalement, la solution UiPath, elle est très proche de ce qu'on peut apprendre en école d'ingénieur. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise et de choses très nouvelles si vous avez fait une école d'ingénieur avec une majeure informatique. Donc, les prérequis, soit vous n'avez aucune expérience avec les RPA. Donc, en fait, effectivement, si vous n'avez pas développé avec l'outil, vous pouvez quand même passer la certification et l'obtenir. Il faut que vous suiviez néanmoins la formation en ligne et que vous exercez pour comprendre vraiment comment l'outil fonctionne. Donc c'est éligible pour les gens qui n'ont pas une expérience de développeur, donc c'est quand même aussi une bonne chose. Et également, si vous avez de l'expérience avec l'outil, 3 à 6 mois de développement, je pense que vraiment vous n'aurez aucune difficulté pour réussir cette certification. Donc là, on est, donc à date, on est sur septembre 2021. La version actuelle de UiPath Studio, donc, qui est utilisée dans la certification, c'est celle d'octobre 2020. Donc c'est possible qu'il y aura une mise à jour qui sera faite avec les dernières releases de UiPath. Bon, pour l'instant, on est sur cette version-là. Donc ici, vous avez
les différentes sections de l'examen qui sont reprises en détail ici. Donc, vous avez une partie sur les fondamentaux de la RPA, donc des choses vraiment très simples, notamment qu'est-ce que c'est qu'un processus éligible à l'automatisation, donc un processus qui est répétitif, qui a été standardisé, qui va utiliser des données digitales, etc. Vous allez avoir les deux fonctionnements des robots, donc le mode attended sur le poste de l'utilisateur et le mode unattended, donc en back-office sur une machine virtuelle. Ensuite, vous avez les différents outils de UiPath. Donc ça, c'est important de connaître comment fonctionne le studio, l'orchestrateur et le robot. Donc vous vous souvenez, si vous faites la formation en ligne de UiPath Academy, vous verrez, c'est très bien expliqué. Donc le studio, c'est mon environnement de développement. C'est là où je vais configurer mon robot. Une fois que j'ai terminé, je vais exporter sous forme de package mon robot dans l'orchestrateur. Et l'orchestrateur me permettra de programmer l'exécution de mon processus et c'est le robot qui va être la ressource qui va exécuter le processus. Donc tout ça, c'est important vraiment d'avoir les idées au clair sur le fonctionnement des différents produits UiPath. Ensuite, vous avez une section sur le studio. Donc là, on va vous s'intéresser notamment à tout ce qui est fonction de débugage, notamment le breakpoint. Bon, ça, c'est quelque chose qui est que vous connaissez tous si vous avez fait de l'informatique, hein, donc il n'y a pas de nouveauté ou il n'y a rien d'exceptionnel sur le breakpoint. Hein, donc le robot il va exécuter toutes les activités et s'arrêter à celle sur laquelle on a fixé le breakpoint. Et donc ça va aider au débugage puisque ça va permettre de maîtriser l'exécution de son robot et notamment voilà, de voir étape par étape les activités sur lesquelles il y a potentiellement des erreurs qu'il faut corriger. Ensuite, vous allez avoir une partie sur tout ce qui est gestion des dépendances hein, et notamment la version control. Donc ça, si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas familier, c'est quelque chose qu'on utilise essentiellement lorsqu'on travaille à plusieurs sur un même robot. Ce que je vous encourage de faire, c'est tout simplement d'ouvrir une page dans mon navigateur et de chercher version control UiPath. Et en faisant ça, vous allez tomber sur toute la documentation de UiPath. Et la documentation UiPath, elle est très bien faite, elle est très exhaustive, et donc du coup, vous allez rapidement trouver de l'aide sur ici le version control. Donc ici, vous allez avoir quelques explications sur le version control. Et donc là, effectivement, ce qu'il faut retenir, que c'est une solution qui permet de collaborer lorsqu'on est plusieurs à travailler sur un même outil. Et donc pour ça, on va utiliser des solutions qui existent déjà comme Git, TFS et SVN. Alors, ensuite, on a une partie sur tout ce qui est variable et argument. Donc, quels sont les différents types de variables, comment elles sont utilisées, les bonnes pratiques liées notamment à l'écriture des variables. Donc ça, vous avez aussi dans la documentation du UiPath les bonnes pratiques. Et ensuite, vous allez avoir qu'est-ce que c'est qu'une variable et comment ça se distingue d'un argument. Donc ça, peut-être vous le savez déjà, hein, les variables, c'est ce qui va permettre d'utiliser des valeurs à l'intérieur de même projet, alors que les arguments, ça va permettre de faire passer des valeurs d'un workflow à un autre workflow. Donc tout ça, ça sera aussi expliqué sur l'académie, et sinon vous le retrouvez dans la documentation de UiPath. Ensuite, il y a un gros morceau sur les selectors. Alors ça, c'est assez évident, puisque c'est vraiment le cœur de la RPA. Donc quelle est la différence entre un sélecteur qui est dynamique et un sélecteur qui est statique? Donc, un sélecteur qui est dynamique, on va pouvoir lui donner en entrée une variable, et donc il va pouvoir prendre différentes valeurs, alors qu'un sélecteur statique, en fait, lui, il ne va pas changer. On ne va pas pouvoir l'utiliser avec d'autres éléments, d'autres variables. Ensuite, on a la différence entre un sélecteur partiel et un sélecteur full. Donc là aussi, le sélecteur partiel, en fait, on va enlever certains tags de manière à pouvoir notamment travailler sur une même page souvent, là où le full sélecteur va nous permettre d'avoir tous les éléments qui sont liés à la page, et ça permettra facilement au robot d'identifier une page par rapport à une autre page lorsqu'on travaille avec soit deux pages web ou soit deux applications. Ensuite, vous avez donc d'autres activités à connaître. Donc là encore dans le UI Explorer et aussi là encore Base Activity. Quelle est la différence entre les deux? Là aussi, si vous ne connaissez pas, le meilleur moyen de chercher, c'est de faire ce que j'ai fait déjà. Je tape encore Base Activity sur Google et je vais certainement tomber sur la documentation UiPath qui me permet de lire le descriptif de l'activité.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est un input et ce qui est un output. Parfois, on va vous poser des questions du genre, ben, quel est l'output de telle ou telle activité? Et donc, ça va permettre voilà, de vraiment comprendre en fait ce que va renvoyer une activité. Et ça va pas être la même chose si ça renvoie un UiPath, un UI element, ou si ça renvoie une variable en format date ou en format string. Donc ça, en fait, c'est indispensable, hein. Si vous ne connaissez pas les différences, ben forcément, vous allez rater ces questions-là qui seront dans la certification. Donc c'est très important de connaître les différences sur ces différents types de sélecteurs. Alors ensuite, on a une petite partie ici, donc comment on utilise le UiPath Explorer, comment on peut modifier les sélecteurs sur sur le UI Explorer. Donc là aussi, je vous laisserai regarder. Si vous n'avez pas la solution installée, vous pouvez tout à fait aussi chercher sur Google, par exemple, le UI Explorer, et vous allez trouver des images. Donc ici, moi, ce que j'avais fait, ce que j'avais regardé, donc là, voilà, vous avez une image de UI Explorer avec notamment l'arbre des différents éléments qu'on voit sur la page. Donc vous pouvez vraiment utiliser toutes les ressources qu'il y a sur Internet, et il y a beaucoup de ressources UiPath, donc n'hésitez pas à chercher sur Google s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors ensuite, on a tout ce qui est control flow. Comment ça fonctionne, donc les contrôles des activités et les workflows, donc tout ce qui est séquence et flowchart. En fait, derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand est-ce qu'on va utiliser un flowchart, quand est-ce qu'on va utiliser une séquence. Une séquence, c'est pour une suite d'activités linéaires qui sont assez courtes. Et on va utiliser un flowchart lorsqu'on va avoir des éléments de décision et des activités qui sont plus complexes. Ensuite, on a les activités de base, hein, donc les conditions if, le switch qu'on va utiliser lorsqu'on a plus de deux conditions, les boucles while, les boucles do while et les for each. Donc ça, c'est la boucle. Donc ça, c'est des choses assez basiques hein, qu'on utilise pratiquement sur tous les projets qu'on fait avec UiPath. Et ensuite, toute la gestion des erreurs. Hein, comment est-ce qu'on peut gérer les erreurs qui vont apparaître dans la configuration. Et donc pour ça, on va avoir notamment les activités try-catch pour aller récupérer l'erreur et ensuite effectuer des actions une fois que l'erreur aura été identifiée. Ensuite, on a tout ce qui est manipulation de data. Donc, on a comment on convertit une data type vers une autre data type. Donc, comment on passe d'un integer à un string. Comment on passe d'un string à un integer. Ça, c'est des choses qui sont essentielles. Ensuite, vous avez tout ce qui est le regex hein, pour aller chercher des patterns de string dans un texte. Donc ça, vous pourrez regarder. C'est pas quelque chose qu'on utilise forcément tout le temps, mais c'est assez simple à comprendre. Donc vous pouvez chercher en ligne. Il y a beaucoup de choses sur le regex. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut itérer dans des data, donc notamment dans les data tables. Donc la différence, les spécificités d'une data table, quelles sont les activités qu'on va utiliser pour faire une itération ou des actions dans un data table. Donc le for each data row in data table, par exemple, il vous faut vraiment connaître toutes les activités qui sont spécifiques aux data tables sur UiPath. Ensuite, on a tout ce qui est automatisation des emails, hein, donc get emails, etc., les spécificités liées à Outlook par rapport à d'autres messageries. Ensuite, on a la même chose sur Excel, donc toutes les activités sur Excel et tout ce qui est manipulation de data sur Excel. Donc ça, c'est un point important. Notamment, vous avez les activités qui sont liées au workbook, donc use the workbook activities, et vous avez aussi le Excel application scope. Et c'est important de savoir les différences entre les deux. Vous savez que quand j'utilise une activité use workbook, mon robot, il ne va pas avoir besoin d'ouvrir mon fichier Excel, il va pouvoir travailler même si celui-ci n'est pas ouvert, en fait, même si Excel n'est pas installé, alors qu'avec Excel Application Scope, je vais avoir mon robot qui va ouvrir mon fichier pour faire des manipulations et pour écrire dedans à la fin. Et on va utiliser notamment Excel Application Scope lorsqu'on va travailler sur des fichiers qui ont des macros. On ne peut pas utiliser le workbook si on est sur des fichiers avec des macros. Donc c'est ces éléments-là qui sont essentiels de comprendre et de maîtriser. Ensuite, on a beaucoup d'éléments sur le travail sur des fichiers PDF. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser sur la RPA, notamment toutes les différentes possibilités qu'on a pour lire la donnée sur un PDF, donc avec les activités Read Native Text ou alors Use OCR.
Donc quand est-ce qu'on va utiliser l'OCR? Bon, vous le savez déjà, je pense, c'est souvent quand on a des documents qui sont scannés. Mais quand est-ce qu'on va utiliser du native text? Quand est-ce qu'on va activer aussi du full text? Donc la différence entre les trois. Et enfin, on a une dernière partie qui est sur l'orchestrateur. Donc le fonctionnement de l'orchestrateur avec les queues et les assets, ça c'est important de le savoir. Et comment en fait, ben, voilà, comment c'est écrit ici, hein. Comment est-ce qu'on publie un projet sur le UiPath Orchestrateur. Donc autrement dit, vous avez intérêt à savoir ça parce que ça fait partie des éléments qui vous seront demandés lors de l'examen. Donc c'est très intéressant de lire ce document de UiPath parce qu'il vous explique et vous donne vraiment ce qui va tomber à l'examen. Donc il n'y aura aucune surprise. Vous êtes certain d'avoir une question sur ce point-là et voilà, sur les différents points qu'il y a ici. Donc ça vous permet vraiment de réviser en connaissance de cause et d'aller ben, tout simplement chercher dans la documentation UiPath ou alors sur l'académie les points qui sont relatifs à des, voilà, des éléments que vous ne maîtriserez pas bien. Donc, si je continue dans le document, en fait, on vous dit que ben, pour vous former, vous avez la formation UiPath Academy en ligne. Donc, moi, j'ai utilisé ça pour tout simplement mettre à jour mes connaissances. Donc, ben, pour ceux qui sont déjà familiers avec UiPath Academy, vous n'aurez pas de surprise et vous allez retrouver des cours que vous avez déjà peut-être suivis. Et donc, ils ont créé un module qui est vraiment dédié à la Certification Associate. Donc, en fait, ça regroupe des modules essentiellement du niveau de base lorsqu'on fait la formation en ligne, donc des foundations, hein, UiPath, RPA Foundation, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, vous avez tout le programme donc, qui est de nouveau indiqué ici. Donc là, vous voyez, vous avez les variables, les arguments. Vous avez les selectors, vous avez vraiment voilà, tout le contenu de la formation pour la UI RPA Certification. Alors, ils mettent 36 heures de formation. Je crois que ça prend en compte, en fait, à la fin, vous avez un exercice que vous pouvez réaliser. Donc, je pense que ça compte pour peut-être bien la moitié du temps indiqué ici. Sinon, ça va quand même assez vite, hein. C'est à peu près 1 heure par module. Et après, bon, c'est en fonction de votre rythme. Mais si vous vous contentez de suivre les vidéos, vous l'aurez fait assez rapidement. Je pense que c'est vraiment le meilleur support de formation pour préparer la certification. Après, vous pouvez aller chercher en ligne des programmes de formation qui sont souvent payants. Moi, je ne l'ai pas fait. Je pense vraiment pas que ce soit une nécessité parce que avec l'académie et avec donc le test en ligne qu'on peut utiliser, normalement, vous allez couvrir tout ce qui va potentiellement tomber lors de la certification. Voilà, donc sur l'examen, donc là il y a le test qu'on va faire juste après. Donc c'est un examen qui dure 90 minutes, vous avez 60 questions, il faut avoir 70% de bonnes réponses. Donc en théorie, je pense que c'est un point par réponse, donc ça veut dire qu'il vous faut avoir 42 bonnes réponses. Et donc l'examen, il coûte 150 $, ce qui fait à peu près le même montant en euros avec la TVA. Voilà. Donc, le meilleur moyen de se préparer, comme je vous l'ai indiqué, c'est d'utiliser le test en ligne. Donc, je vais l'ouvrir ici. Donc, vous êtes renvoyé sur une page où on va vous demander de vous identifier. Donc, ici, je vais par exemple saisir tout simplement mon identifiant en mettant l'adresse, ouais, c'était bon, de la chaîne. Je vais mettre ici un email. C'est vraiment, il faut. C'est pas bien grave si vous mettez des identifiants qui ne sont pas exactement vos emails. Ici, je vais mettre que je suis customer. C'est vraiment à des fins, je pense, statistiques qu'ils utilisent ça. J'ai pas envie. Et une fois que j'ai fait ça, donc je vais pouvoir me connecter et lancer l'examen. Tac. Et donc, je vais pouvoir lancer et commencer à répondre à des questions. Donc, vous êtes vraiment dans les conditions d'examen de la certification, puisque vous avez 1 heure et demie, donc comme à l'examen. Il y a 47 questions, donc il n'y a pas vraiment autant de questions qu'à l'examen final. Et le format se présente exactement comme l'examen de la certification, puisque vous avez chaque fois 4 choix possibles et il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc moi j'aime bien ce format-là, je préfère quand on a toujours le même format et pas parfois que des vrais faux ou alors 5 propositions avec une ou plusieurs qui sont correctes. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à gérer
Et voilà, vous pouvez procéder par élimination beaucoup plus facilement que si vous aviez plus de propositions. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire les questions, je vais ensuite m'arrêter pour que vous puissiez réfléchir et identifier la bonne réponse dans les propositions. Vous pouvez aussi mettre en pause la vidéo, comme ça vous pouvez vraiment réfléchir et prendre le temps de la réflexion. Donc, première question, when using an Excel application scope activity, which activity should be used to sort a table directly in a .xlx file? Est-ce que c'est sort data table, sort table, select range ou get table range? Alors, ici, on a deux types d'activités. On a des activités avec le range, donc select range et get table range. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment filtrer, trier pardon, notre table. Donc on va effectivement s'orienter vers les activités sort. Et on est dans l'activité Excel Application Scope, donc on va faire directement ça sur le fichier Excel, donc sur le .xlsx. Et donc on va utiliser l'activité sort table, puisque celle-ci, en fait, elle va nous permettre de faire la même action, mais dans une data table. Ici, on nous demande de le faire directement sur le fichier Excel. Donc on a la bonne réponse ici. Alors ensuite, which characters can be used as wildcards while editing a selector? Donc ici, on a plusieurs propositions, on a le point d'interrogation et le wildcard, le pourcentage et le tiré du bas et le wildcard, le pourcentage et le point d'exclamation. Alors quand il y a des choses comme ça, moi j'aime bien regarder ce qui revient assez régulièrement. On a le wildcard qui revient 2 fois, on a le pourcentage qui revient 2 fois, on en a un seul avec le point d'interrogation et le point d'exclamation. Bon, ça ne nous aide pas tellement parce que vous le savez peut-être déjà, et c'est pas que dans la RPA et sur UiPath, on va utiliser le wildcard pour remplacer aucun ou toute une série de caractères. Et on a également le point d'interrogation qui nous permet de remplacer un seul caractère. Donc on va par exemple mettre un point d'interrogation lorsqu'on a un numéro de 1 à 9 et que on sait que ça va être un de ces numéros de 1 à 9, ou de 0 à 9 plutôt, et donc on va vouloir juste remplacer ce caractère-là. Donc dans ce cas-là, on va utiliser un point d'interrogation. Sinon, le wildcard, c'est quelque chose qu'on va utiliser de manière beaucoup plus régulière, notamment lorsqu'on veut, par exemple, télécharger une pièce jointe, on veut récupérer celle qui est en format PDF, et donc on va mettre wildcards.pdf, comme ça on est sûr de récupérer notre fichier en format PDF. Alors ensuite, a developer has a workflow in which the value of a counter needs to be validated before the body of the loop is executed. Which control flow activity should be used? Alors, on est dans une boucle of the loop, donc on va pouvoir déjà supprimer tout ce qui n'est pas lié avec la boucle, donc le switch et le if, on n'est pas dans une boucle. Et on veut un compteur to be validated before, donc avant qu'on exécute le contenu de la boucle. Et donc ça, qu'est-ce qui va permettre de faire ça? Si vous avez fait l'informatique, vous savez déjà, c'est le while. Donc tant qu'un compteur est vérifié, tant qu'une condition est vérifiée, alors je exécute ma boucle. Le do while, en fait, c'est un peu différent, ça va se faire après. Si vous n'êtes pas familier avec le do while, vous pouvez aller chercher sur l'académie, sur la documentation de UiPath. Il va vous expliquer les différences entre le do while et les autres activités. Donc n'hésitez pas, pour chaque proposition, c'est important à comprendre ce que ça fait un do while, ce que ça fait un if, ce que ça fait un switch, puisque voilà, ce sont des propositions, donc ça a quand même un lien de près ou de loin avec la question, et donc il est intéressant, il est important de savoir ce que c'est. Alors ensuite, a user needs to download a report for each month of the year and decides to loop over the month using a for each activity. Which data type is best suited to hold the values of the names of the month? Donc on a string, list of string, string, dictionary, avec comme key value object string. Donc ici on nous demande quel est le data type qui est le best suited, donc le meilleur. Donc ça veut dire que potentiellement on a plusieurs façons de faire. Et on veut contenir les valeurs des différents mois. Donc déjà le string, ça n'a pas marché parce qu'on va voir plusieurs valeurs. Et on a donc au choix une liste, un dictionnaire et un array ici. Donc ça c'est l'écriture d'un array.
Donc, quelle est la différence entre une liste et un array? La liste, en fait, ça va prendre autant d'éléments qu'on veut. Là où l'array, en fait, on va le définir dès le début et on va lui donner un nombre d'éléments bornés. On ne va pas pouvoir ajouter un élément dans un array. Et donc l'array, c'est parfaitement adapté lorsqu'on est certain qu'on ne va pas vouloir ajouter des éléments, et donc lorsqu'on a quelque chose qui ne change pas. Et typiquement, les mois, les jours, c'est quelque chose qui est invariable, et donc pour faire ce genre d'exercice, on va préférer utiliser un array à la place d'une liste. Ça marcherait avec une liste, mais si on veut être certain qu'à un moment donné, un autre développeur n'ajoute pas des éléments, on va préférer ajouter un array. Donc c'est effectivement le data type qui est le mieux adapté pour contenir des noms, les noms des différents mois. Alors, ensuite, what is the correct sequence of queue item statuses if all statuses are involved in transaction execution of a queue item? Et donc, on vous demande de, from the drop-down list, select the correct sequence number in which each status occurs. Et donc, en fait, ce qui est un peu nouveau pour moi et pour vous, si vous avez déjà passé des certifications en ligne, c'est que vous n'avez pas que des QCM un peu bêtes et méchants, vous avez des activités un peu comme celle-ci, où on doit classifier les réponses. Donc, c'est un peu plus interactif qu'un simple QCM, la certification URPA. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'on va devoir utiliser donc, ces quatre éléments. Donc, pour ceux qui ont déjà travaillé avec l'orchestrateur, je pense que c'est assez évident. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? J'espère pas dans la vraie vie, c'est que vous allez avoir un item qui est en progrès, in progress d'abord. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il ne va pas être directement successful, sinon on ne pourrait pas utiliser les deux autres derrière, donc il va être failed, il va y avoir un problème, donc l'item va être en failed. Ensuite, vous allez vouloir le retried, donc le réessayer, donc ça peut être configuré automatiquement aussi dans l'orchestrateur. Et une fois qu'il va être retried, par exemple, il a failed parce qu'il y a eu un problème avec un applicatif qui ne s'est pas lancé pour X raison, vous allez faire un retry, et là ça va fonctionner. Et donc, du coup, si ça va fonctionner, ça va être un statut successful. Donc, on a cet ordre séquentiel. Donc, ici, c'est important de savoir et de connaître les différents statuts qu'il peut y avoir sur les items dans une queue. Alors, how can a full list of attributes of UI elements be displayed? Donc ici, on a using the UI Explorer tool, using the outline panel, the output panel, use the indicate on screen button. Donc ici, on va afficher donc, tous les éléments de la user interface. On a des choses qui n'ont rien à voir. Hein, le output panel, ça n'a rien à voir avec ça. Indicate on screen button, c'est pas non plus, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Et donc, dans toute logique, on va voir les éléments UI. On va utiliser le UI Explorer. Et si vous vous souvenez de l'image que j'avais ouverte ici, ici vous voyez en fait tous les éléments de l'UI ici qui sont affichés. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'outil installé sur vos postes, vous pouvez l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dans le UI Explorer, explorer un peu l'outil. C'est vrai qu'en fonction de l'automatisation qu'on crée, pour les développeurs, parfois on n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Donc c'est l'occasion justement de se rafraîchir la mémoire sur d'autres fonctionnalités. Ensuite, what is the characteristic of an orchestrator asset? Asset value can be defined for each user. All values from any asset types are encrypted. Asset types can be changed after creation of the asset. Assets can hold entire data table variables. Alors, quelle est la caractéristique qui est vraie sur l'orchestrator asset? Alors ici, c'est un peu plus technique. Donc là, vous voyez, il faut vraiment connaître en détail ce que c'est qu'un asset et quelles sont ses caractéristiques. On va procéder par élimination. Le format data table n'est pas pris en charge. Donc ça, c'est une mauvaise réponse. Si on peut changer les types après création de l'asset, ça, c'est aussi une mauvaise réponse parce qu'imaginez, vous avez mis des types en string et vous avez quelqu'un qui les change en integer. Ça va quand même être un peu le bazar, donc c'est pas la bonne réponse. All values are encrypted. Donc là, l'erreur, elle est sur le all values. Certaines ne le sont pas.
Certaines peuvent l'être, donc là c'est un peu au choix. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on peut définir les valeurs pour chaque user, donc en fonction de l'utilisation. Donc c'est celle-ci la bonne réponse. Alors, what is the main feature of a flowchart? Flowchart provides the ability to seamlessly go from one activity to another and act as a single block activity for linear processes. Provides a condition to facilitate the transition from one state to another. Determines the project behavior when encountering an execution error. Enables the creation of complex business processes and connects activities in multiple ways by branching multiple logical operators. Donc là, en fait, on a vraiment une question qui est tirée du document PDF qu'on a vu juste avant. Hein, quand est-ce qu'on va utiliser un flowchart, quand est-ce qu'on va utiliser une séquence? Et déjà, vous avez ici la définition, en fait, ou la principale caractéristique d'une séquence avec utiliser un seul bloc pour un process linéaire. Donc ça s'applique à la séquence et pas au flowchart. Ensuite, condition to facilitate the transition from one state to another. Donc le state, en fait, c'est pas un flowchart, c'est les state machines. Vous avez peut-être utilisé ça et vous avez ça dans le ReFramework. Donc là, c'est des machines d'état en français. Donc c'est pas le flowchart qu'on va utiliser pour faire ça. Ensuite, determines the project behavior when encountering an execution error. C'est pas vraiment la principale caractéristique d'un flowchart. Enfin, c'est toujours pas trop le lien avec le flowchart pour faire ça. C'est plus les conditions, le try-catch pour moi. Et donc, par élimination, c'est la dernière proposition. Et donc là, effectivement, on a l'idée d'avoir des business processes qui sont complexes. On va connecter des activités de façon différente en les branchant, en utilisant des opérateurs logiques, donc notamment les conditions if. Donc effectivement, là, on a vraiment la principale caractéristique d'un flowchart. Alors, ensuite, a developer wants to retrieve all rows in data table variable with a price value greater than 1000. Which activity can the developer use? Output data table, lookup data table, filter data table, sort data table. Alors, ici, on est dans une data table. Donc, bon, ça tombe bien, on n'a que des activités en lien avec data table, mais bon, c'est important. Et on veut récupérer les lignes qui ont un prix, une condition en fait, avec un prix supérieur à 1000. Donc, quelle activité on va utiliser pour faire ça? On va output lookup non, on va plutôt utiliser l'une des deux activités ici. Et donc, nous, ce qu'on va faire, tout simplement pour récupérer uniquement notre variable prix avec une valeur supérieure à 1000, on va filtrer la data table pour avoir uniquement ces lignes-là. Which data type does the selector property of an activity accept? System.string, system.xml element, system.security, .secure string, uimpath.core.selector. En fait, donc la propriété qu'un selector accepte, en fait, c'est system.string, puisqu'on va pouvoir créer des sélecteurs dynamiques avec des variables en string. Donc ici, on est sur du system.string. Les autres éléments, bon, vous pouvez chercher, c'est pas forcément, effectivement, c'est des choses qui sont pas forcément du tout en lien avec le sélecteur. Je les connais pas toutes, mais par élimination, je sais que c'est le system.string. Which data type is used to store data extracted from a Microsoft Excel using a read range activity? String, array, object, data table. Alors ici, on est sur Excel et on va utiliser un read range activity. Et donc, quand on utilise un read range, qu'est-ce qui est le data type qu'on va utiliser? Autrement dit, quel est l'output de l'activité read range? Donc là aussi, si vous ne le savez pas, regardez l'activité read range dans la documentation de UiPath et vous allez voir que un read range, ça nous génère un data table. Donc c'est data table, le data type qu'on va utiliser dans ce cas-là. Alors là, on a un cas pratique. A developer has created an automation process that includes a main. On a ici une variable en string qui prend la valeur Apple here. Main.xml file invoke the supermarket.xml workflow. Donc ici, on appelle notre workflow using the following arguments.
Detailed supermarket.xml sequence and right-hand side of the assigned expression is shown below. Donc là, on a une opération qui se fait. On a le contenu de cette variable plus le terme range. Based on the information shown in the graphics, what is the output of the write-line activity in the main.xml file? Donc on a soit apple, orange, orange, apple, orange. Donc le output de la write-line activity. Donc notre write-line activity, elle est là. Donc on est dans le main file. Et donc qu'est-ce qui se passe? On invoque supermarket.xml. On importe des arguments qui sont shopping baskets. Donc on obtient ces arguments dans fruits. Donc ça c'est la partie argument. Donc on va récupérer le contenu de fruits et on sait que ce contenu donc de fruits, il prend la valeur Apple. Donc quand ici je vais écrire fruits, le contenu c'est Apple dans mon main. Et ensuite dans mon supermarket, je fais une opération, sauf qu'en fait je n'écris pas l'opération puisque mon write-line il est juste après mon activité invoke. Donc je vais chercher l'argument de ce workflow ici. Je récupère fruits qui contient Apple et j'écris fruits, donc j'écris Apple. Donc c'est un piège en fait, je pense. On aurait peut-être tendance à dire Apple Orange parce qu'on a ici une concaténation avec Apple et ce texte orange, mais comme on utilise le output of the write line, en fait, on va juste afficher la valeur Apple. Voilà. Alors, during development, the breakpoint is enabled at a particular activity. Later, the developer published the package to UiPath Orchestrator 2020 October. When the process runs from a UiPath robot in unattended mode, what is the expected behavior? Process causes the robot to crash due to the breakpoint. Breakpoint will cause the process to pause indefinitely. Process generates an exception error due to the breakpoint. Breakpoint will have no impact on the process execution. Alors, je vous laisse réfléchir. Alors, il y a une proposition qui paraît complètement un peu farfelue. Imaginez que, même si vous n'avez pas la bonne réponse, que le processus il serait en pause de manière indéterminée. Je pense que ça gênerait des problèmes. Et c'est assez évident que ça, c'est une mauvaise réponse. Sinon, en fait, la bonne réponse, c'est celle-ci. Le breakpoint n'a pas d'impact lorsqu'on va lancer le process. En fait, ça sert juste lorsqu'on fait du debugging. Mais lorsqu'on lance le robot, lorsqu'on met le robot en production, en fait, le robot il va complètement ignorer les breakpoints. Donc, voilà. C'est pas grave si vous publiez un robot sur l'orchestrateur avec des breakpoints qui vont tout simplement être ignorés. Ensuite, a developer has added an invoke workflow file activity in main.xml to invoke the process invoices.xml workflow. The developer needs to pass a data table called .invoices from main.xml to process invoice.xml, which action needs to be performed. Declare an in argument in process invoices.xml, declare an in argument in main, declare an out in main, and out in process invoices.xml. Alors ici, vous avez vu, on a une data table et c'est intéressant. Ici, on a une bonne pratique pour nommer ces variables. On va donner le type de variable d'abord, utiliser le tiré du bas et ensuite le nom avec une majuscule. Donc ici, vous avez la bonne pratique de nommage d'une variable que vous trouvez dans la question. Donc si jamais il y a une question qui arrive en nous demandant quelle est la bonne pratique, vous pouvez vous référer à cette question-là pour trouver quelque chose qui a été bien écrit. Alors ici, on a besoin on va utiliser un workflow file activity dans le main et pour invoquer process invoice and workflow et on va passer une data table from the main to the process invoices. Donc on va passer du main à notre workflow file activity. Donc quand on est dans ce sens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir déclarer dans notre workflow file activity un in pour récupérer
Tout simplement la data table qui a été déjà définie dans le main. Donc on est dans le in. Si ce n'est pas clair ces éléments-là, n'hésitez pas à aller sur la documentation UiPath pour voir la différence entre le in et le out lorsqu'on fait appel à des workflow file activity. Alors, how a sequence name init all settings.xaml be triggered from within main.xaml using the invoke code activity, using the open application activity, using the invoke workflow file activity, using the invoke method activity. Alors, c'est intéressant. Déjà, on sait que ça, c'est une activité qu'on peut utiliser parce qu'on l'a vu sur la question précédente. Donc, on peut aussi utiliser des questions parfois pour répondre à d'autres. En fait, ici, c'est effectivement la bonne réponse parce que invoke code, invoke method, c'est des choses un peu plus spécifiques. Hein. C'est lorsqu'on va vouloir utiliser des lignes de code, donc on va utiliser un invoke code. Invoke method, là, c'est lorsqu'on va faire appel à des méthodes. Et l'open application, ça va être pour utiliser l'application. Donc là, on va vraiment faire appel à notre projet de UiPath. Donc on va utiliser invoke workflow file activity. A developer is reviewing the file contents of a UiPath project. In which location are the UiPath dependencies specified? Screenshots, entities, project JSON, settings. Donc là, c'est un peu sur la structure en fait d'un UiPath project. Donc screenshots, ça permet de faire des screenshots, donc c'est pas la réponse à la question. Settings, c'est tout ce qui est paramétrage, et en fait les dependencies, elles sont dans le fichier JSON. Donc on va les trouver ici. Alors, when reading a CSV file with the read CSV activity, which property needs to be enabled in order to access data in the output data table by the column names in UiPath Studio? Preserve format, inner codes, has headers, or delimiter. Alors ici, en fait, on va utiliser l'input data table by the column names. Donc en fait, on a une case à cocher qui est has headers, si on veut voir les column names. Et en fait, même si on regarde les autres propositions, il n'y a que celle-ci qui correspond vraiment à la question. Donc on est certain que ce soit celle-ci la bonne réponse. Alors, the developer wants to remove the company name from the UiPath certification string. Which string method will return certification? Donc là, vous avez les différentes propositions. Donc c'est très important de savoir comment on utilise cette méthode de substring. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en développement. Donc ici, on a UiPath substring 6, donc on va compter. Donc 0, on commence toujours par 0, hein, attention, ça peut être un piège. Donc 0, 1, 2, 3, je me suis trompé ici, non, 4, 5, 6. Donc on va lire à partir d'ici, tac, certification, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, en fait, si je fais celle-ci, je vais récupérer mon espace avant certification. Et donc c'est pas ce que je veux, parce que je veux pas l'espace. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, en fait, je vais être obligé de faire appel à une méthode trim pour enlever l'espace. Si je veux avoir ce résultat-là. Parce que là, je vais avoir le même problème. Ouais. Donc voilà. Donc là, c'est pas forcément la meilleure option parce qu'il faudrait qu'on écrive substring avec un set pour être sûr de lire à partir d'ici et ne pas avoir l'espace. Néanmoins, ça marcherait avec l'utilisation de trim. Donc voilà, c'est un peu bizarre comme question, mais en fait, je pense que c'est un piège par rapport au numéro 6 qui est indiqué d'ici. Donc là aussi, c'est très important de connaître quand est-ce qu'on utilise substring, qu'est-ce que ça fait trim, qu'est-ce que ça fait des fonctions de base comme left, right, etc. C'est important de connaître ces fonctions de base pour la certification. A developer wants to retrieve all UI elements from a form based on a certain filter condition. Which activity should the developer use? Find children, set clipping region, mouse trigger, find element. Alors, ici, on veut récupérer tous les éléments UI from a form based on a certain filter condition.
Donc ça, c'est des activités qui sont peut-être un peu moins parlantes. En tout cas, on n'a pas vraiment un usage tous les jours. Et donc là, je vous encourage à aller chercher sur la doc UiPath ces activités-là, si elles ne vous parlent pas. Donc par exemple, je tape Find Children et je vais voir ce que ça veut faire. Qu'est-ce que ça fait Find Children? Ça va effectivement chercher, alors ça va renvoyer une collection, vous voyez, dans les outputs. Hop, de éléments UI according to a specific scope and filter criteria. Donc en fait, c'est vraiment ce que fait cette activité-là. Donc on sait que c'est la bonne réponse. Néanmoins, donc soit vous faites par élimination, sinon voilà, c'est important de regarder ce que ça fait exactement ces différentes activités pour la certification. Comme ce sont des activités qu'on n'utilise pas tout le temps, je pense que ça je ne l'ai jamais utilisé. C'est important en fait, de les connaître, même si on ne les utilise pas. Alors, in order to ensure robust and stable automation, which selector should be modified based on best practices? Donc là, on a vraiment un cas pratique. On a plusieurs sélecteurs qui sont affichés et on nous demande celui qu'on va modifier sur la base des bonnes pratiques. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu, regarder en détail les différents sélecteurs et après, on va aller les aborder les uns après les autres. Donc ici, on a un premier sélecteur, donc on va sur Chrome, on va sur Google certainement, et on va faire une recherche dans la base, dans la barre input. Donc, je pense que c'est dans la barre de recherche Google qu'on peut avoir ce sélecteur. Bah, là, en fait, il n'y a pas grand-chose à modifier puisqu'on a des éléments assez robustes. Ensuite, on est toujours sur Chrome, on va être dans la page Wikipédia sur la population mondiale. Plus précisément sur la partie population by continent, qui est une table. Hein, vous avez, il y a un wildcard qui a été ajouté ici. Peut-être qu'on peut choisir le continent, je ne sais pas. Ou c'est peut-être le continent qui est Europe, qui est écrit normalement. Et là, en fait, on va aller chercher dans un tableau la colonne, la troisième colonne et la numéro 7. Bon, a priori, là, on va chercher une valeur qui est précise. On ne va pas modifier ces éléments-là parce qu'on va aller vouloir chercher précisément cette colonne et cette ligne-là, donc je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Ensuite, on est dans une autre fenêtre Chrome, on est sur une page qui s'appelle Acme System One pour télécharger le rapport mensuel. On n'a pas de mois, de nom de mois qui est apparu ici, donc pas besoin de variabiliser ça. Par contre, on a déjà une variable ici qui est sur l'année. Et vous voyez, on a ici report year qui est une variable de type string. Donc ça a déjà été fait. Autrement dit, ça a déjà été modifié. Et ensuite, on a le form, apparemment c'est un formulaire de recherche. Donc en fait, là, ça a déjà été fait. On a variabilisé l'année du report. Donc il reste que celle-ci. Donc a priori, c'est celle-ci la bonne réponse. On va vérifier. Donc là, on est toujours sur Chrome, sur la page History de la plateforme UiPath, donc les différentes releases de UiPath. Et en fait, on a un ID ici qui est à 94. Donc ça, c'est généralement, pour ceux qui ont l'expérience, ça, c'est pas très très bon signe. Ça sent le sélecteur qui va changer la prochaine fois qu'on va lancer la page. Donc c'est typiquement cet élément-là qu'on va vouloir modifier sur la base des mots de pratique. Voilà, qu'on va peut-être désactiver. Voilà, donc un exemple de cas pratique que vous pourrez retrouver à l'examen, donc qui est intéressant. Il faut prendre le temps de regarder les uns après les autres, procéder par élimination, ça peut aussi aider. Alors, a developer needs to design a process in the following way. The process needs to validate payment status filled in an application. There are 3 possible values in the payment status: pending, paid, awaiting approval. For pending, the process should check the due date field. If the due date has lapsed, raise an alert. Otherwise, do nothing. For paid, change the overall status to complete it. For awaiting approval, send an alert email to the email address in the account owner field. Based on best practices, which activity is recommended for designing the process flow for step 2? If switch report status, set transaction status. Donc on est de nouveau sur une question best practices. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses là-dessus.
Alors, on veut définir le process flow pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, en fait, on a trois possibilités, trois statuts en fait. Sur le paiement, on est soit en pending, soit en paid, soit en awaiting approval. Donc, quelle est l'activité qu'on va utiliser lorsqu'on a au minimum en fait trois possibilités? On va plutôt utiliser le switch. C'est justement ce qui permet de gérer trois activités, alors que le if, on va être à deux activités. Donc ça, c'est la réponse. Et en fait, là, vous voyez, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Set transaction status, ça n'a rien à voir. Report status aussi. Alors, un autre cas pratique, a priori, a customer calls into a call center to get an update on their current outstanding payments. Consider the following use case. The customer provides the customer ID to the call center representative. The call center representative inputs the customer ID into the application. The robot scrapes the data from the application. The robot performs calculations. The outstanding amount is provided to the customer over the telephone by the representative. What is the number of steps that require manual intervention? Donc, quels sont le nombre d'étapes qui doivent être faites manuellement? Alors, on va les prendre les unes après les autres. La première, le customer provides the customer ID to the call center representative. Je suppose que c'est par téléphone, donc ça effectivement c'est une étape manuelle. Là, il n'y a pas d'interaction entre le customer et le robot directement. Donc ça c'est la première. Ensuite, the call center representative inputs the customer ID into application. Donc il fait lui-même l'input en fait. Il va taper le customer dans une web application. Donc ça c'est une deuxième étape manuelle. Ensuite, c'est le robot qui le fait. C'est écrit, le robot il va aller récupérer la data de la web application. Il va effectuer des calculs, là aussi, donc on vous dit que c'est le robot qui le fait. Et ensuite, the outstanding amount is provided to the customer over the telephone by the representative, donc par le téléphone. A priori, ce n'est pas le robot qui parle au téléphone, donc on a trois étapes qui vont nécessiter une intervention manuelle. Donc là aussi, en cas pratique, il faut y aller étape par étape. Là, c'est évident parce qu'on vous dit ici que le robot, il fait ces actions-là. Parfois, ça sera peut-être un peu plus subtil. Je ne me souviens pas de l'examen, mais vous avez certainement un cas comme ça. Donc, il faut compter et effectivement bien identifier ce qui relève de l'RPA, ce qui relève de l'interaction entre le robot et le RPA. Et ici, on peut imaginer en fait qu'on a un mode attended où le customer il va lancer son robot une fois qu'il a fait cette étape-là. Et le robot va travailler, il va lui afficher le résultat qu'il va donner au téléphone. Et pendant le temps que le robot travaille, le customer va pouvoir, le call center representative, va pouvoir échanger avec le customer sur autre chose ou sur d'autres dossiers, etc. Alors, a user wants to write a data table to a .excel file. However, the file doesn't exist. What will happen if the Excel write range activity is used to write the data table? Process will continue the execution without creating the file. File will be created and the data will be located in the file. File will be created but the file will not contain any data. Process will throw an execution error. Donc, qu'est-ce qui se passe si on cherche à écrire dans un Excel qui n'existe pas? Et bien, par défaut, en fait, UiPath va créer un fichier Excel et va écrire dans ce fichier-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein. Si ça n'existe pas, le RPA va créer un dossier, va créer un fichier Excel. Alors, je vais vérifier, j'ai plus la bonne réponse. Non, ouais. Alors, when using the for each activity to look through the output of a get outlook mail messages activity, how should the type argument property be set? Donc là, il y a une question, donc vous avez plusieurs propositions, mail message extension, system.name.mail.mailMessage, .name.mail attachment, system.web.ui.webcontrol.mailMessage, event act. Bon, ça semble un peu compliqué pour ça. Donc là, on a une question qui est liée aux emails. Donc ça, c'est pas forcément évident si on n'utilise pas ces activités-là. Donc là, pareil, vous pouvez chercher dans la doc de UiPath Get Outlook Mail Message Activity. Tac, ça s'affiche ici. Et donc, du coup, vous allez avoir le détail sur les arguments qu'on va passer.
notamment le type justement d'argument qu'on va pouvoir utiliser. Donc l'action, elle récupère les emails d'Outlook, ça c'est assez évident. Et ensuite, vous allez pouvoir chercher les paramètres de cette activité. On peut utiliser le filtre d'ailleurs, directement dans l'activité, on peut filtrer. Et on va avoir une collection de mail messages qui vont être en output. Donc attends, ça c'est intéressant, hein, c'est une collection de mail messages dans lequel on va pouvoir ensuite faire une boucle. Voilà. Donc ici, la bonne réponse c'est le mail message. Puisqu'ensuite, d'ailleurs, il nous dit on va faire la boucle derrière. In UiPath Studio, which activities can be used as an anchor? Get text or get visible text, element exists or image exists, find image or find element, wait element vanish or wait image vanish. Alors, ici, on a plusieurs activités, hein, donc c'est important hein, de vraiment connaître ce que ça fait que le get text par rapport au get visible text. Element existe, l'image existe. Bon, get text, vous la connaissez, hein, c'est l'activité de base qui permet de lire du texte. Donc, c'est certainement pas ce qu'on va utiliser pour une encre. Element existe ou image existe, en fait, ça permet de vérifier qu'une page est chargée. Généralement, on va l'utiliser pour s'assurer que l'élément de la page est affiché si on doit interagir avec. Find image ou find element, c'est typiquement ça qu'on va pouvoir utiliser comme une encre, une image ou un element. Et après, wait element vanish ou wait image vanish, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser justement lorsqu'on passe d'une page à l'autre. Donc voilà, vraiment important d'utiliser aussi la documentation de UiPath pour comprendre les différences entre ces différentes activités. What describes the function of UiPath version control? Stores only one version of a project on the version control system, provides an effective way to manage a larger project that requires collaboration between multiple users, enables an effective way to connect to GIT, TFS, and SVN at the same time, prohibits the comparison between multiple file versions. Alors ici, vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont liées à la tournure des phrases. Hein. What describes the function of UiPath version control? Donc, le version control, ça permet d'avoir plusieurs versions d'un document qu'on va mettre à jour à chaque fois. Donc, c'est only one. Provides an effective way to manage larger projects that require collaboration between multiple users. En fait, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai cherché le version control depuis le PDF. Effectivement, c'est pour la collaboration entre plusieurs users. Enables an effective way to connect at the same time. Donc là, en fait, effectivement, on va pouvoir travailler avec Git, avec TFC, SVN, mais bon, at the same time, effectivement, ça c'est en trop. Et prohibits the comparison between multiple file versions, non, justement, ça permet de comparer différentes versions. Donc le prohibits ici, il est faux. Donc du coup, c'est celle-ci la bonne réponse. Tout ce qui est version control, là aussi, c'est vraiment détaillé dans la documentation. Which elements must exist for each dictionary object? Item and values, item and collection, key and value, key and collection. Bon, là, il faut le connaître. Et en fait, c'est key and value. En fait, item, là, on est sur quand on récupère un item de la queue, donc c'est pas du tout ça. Mais un dictionnaire, en fait, ça contient une clé et une valeur. Et aussi important, il y a des data types qu'on a besoin d'initialiser, il y a des data types qu'on n'a pas besoin d'initialiser. Le dictionnaire, la liste, ce sont des data types qu'on doit initialiser. N'oubliez pas cette différence avec les strings, les integers, où en fait on n'est pas obligé de donner une valeur quand on déclare la variable. Ici c'est différent, il faut préciser une clé et une valeur. In UiPath Studio, which argument directions exist? In-out and in-out arguments, out arguments only, in-out arguments only, in arguments only. Donc là, en fait, même si vous n'avez pas la bonne réponse, vous avez vu, on a fait une question similaire à ça, où on nous demandait si on devait faire du in ou du out. Donc vous savez qu'il y a les deux. Donc c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Enfin non, mais en fait, c'est que celle-ci qui est la bonne réponse, parce qu'on a vu qu'on pouvait, dans les propositions, il y avait le in, il y avait le out. Il n'y avait pas de in-out, mais en tout cas, il y avait le in et le out. Donc, sur la base d'une des questions précédentes, vous êtes certain que c'est celle-ci la bonne réponse. Et effectivement, en fait, on peut utiliser aussi le in-out pour fonctionner dans les deux sens. Imaginez, vous donnez
un workflow file activity récupère une donnée en entrée et va la renvoyer aussi en sortie. Donc dans ce cas, on va utiliser un argument in-out puisqu'on va aller dans les deux sens. Alors, review the following graphic. So, là aussi, on a du coup un nouveau cas pratique. Je vais le laisser afficher que vous le compreniez. Et on nous demande what is the output at runtime. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on assigne la valeur 2020 à le string value. Et ensuite, on va faire un nouveau assign pour récupérer, on va splitter en fait la valeur du string value ici, string value.split. Donc, on va faire appel à la méthode split pour séparer, pour enlever, pour séparer le contenu avec, sur la base du 2, le format characters. Et ensuite, on va faire une boucle pour afficher le contenu au format string. Donc là, ce qui est important, en fait, c'est de voir la déclaration des variables. Donc on a bien une string value ici, et on a un array de string ici qui est déclaré en scope. Based on the graphic, what is the output? Donc on a 4 propositions, on a du blank, blank 00, 20, 20, 2020. Donc en fait, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais enlever mon 2 ici et que je vais stocker tout ça dans un array? Puisqu'en fait, je vais afficher chaque fois un élément de l'array. Donc ça va certainement pas être ça. Ça serait le contenu du string, mais là, je suis dans un array et je fais une boucle pour chaque élément de l'array. Donc je ne vais pas avoir 2020. Et en fait, du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais récupérer chaque fois, je vais séparer en fait, dès que je trouve un 2. Donc je vais récupérer d'abord ce qui a le 2, donc autrement dit, il n'y aura rien. Ensuite, je vais récupérer le premier 0 et je vais récupérer le deuxième 0. Donc quand je vais boucler, en fait, je vais afficher ce qui est avant le 2, et donc en fait, il n'y a rien, ça sera blank, on l'a vu dans les propositions, et ensuite le 0, et ensuite le 0. Donc c'est ça la bonne réponse. Si ce n'est pas clair, il vous faut impérativement revoir comment fonctionne l'activité split, puisque c'est ce qu'on utilise ici. Enfin, pas l'activité, pardon, la méthode split. Alors, what are the differences between partial selectors and full selectors? Donc, voici notre question sur les selectors. Partial selectors do not include information about the top-level window. Full selectors are recommended to perform multiple actions in the same window. Partial selectors are recommended when switching between multiple windows. Full selectors do not include information about the top-level window. Partial selectors include information about the top-level window. Full selectors are recommended to perform multiple actions in the same window. Partial selectors are recommended to perform multiple actions in the same window. Full selectors include information about the top-level window. Donc en fait ici, c'est qui fait quoi, la question. Alors, je vous laisse vraiment lire les différentes propositions parce que c'est là-dessus que ça va se jouer. Et on a tout et son contraire. Quelles sont les différences? Donc là, ce qu'on peut faire, c'est les prendre une par une, en fait. Partial selectors do not include information about the top-level windows. Effectivement, puisque ce sont les full selectors qui vont contenir l'information sur le top-level window, sur la fenêtre qui est affichée. Full selectors are recommended to perform multiple actions in the same windows. Non, ça c'est les partial selectors qui sont recommandés. Là aussi, vous pouvez voir les différences, elles sont listées dans la documentation de UiPath. Partial selectors are recommended when switching between multiple windows. Non, c'est les full selectors qui vont justement, comme on a toutes les informations, permettre de passer d'une fenêtre à l'autre. Donc c'est le contraire. Partial selectors include information about the top-level windows. Alors oui. Alors je me trompe peut-être. Ah oui, en fait, je me suis un peu perdu, donc ça vaut le coup de les passer les unes après les autres.
Donc non, c'est le full selector qui contient l'information sur la top window. Et full selector recommend to perform multiple actions in the same window. Non, donc ça on sait que c'est faux. Partial selectors are recommended to perform multiple actions in the same window. Oui. Full selectors include information about the top level window. Oui. En fait, là, c'est de la différence, elle était ici. Ah oui, ça c'était faux. Full selector c'était faux. Et oui, ça c'était vrai. Donc là, on a les deux propositions qui sont vraies. Donc à la fois, les partial selectors, c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on travaille sur la même fenêtre. Et les full selectors, ça contient donc toutes les informations sur la fenêtre. Donc les informations de la top level window. Un peu compliqué ce genre de question, il ne faut pas se perdre. What describes the relationship between UiPath robots and UiPath Orchestrator? Attended robots can be connected to UiPath Orchestrator without Windows credentials. UiPath robots can be deleted if they have pending or active jobs in UiPath Orchestrator. Unattended robots can be connected to UiPath Orchestrator without the Windows username. UiPath Orchestrator consumes the queue items uploaded to the UiPath robot. Donc là, il faut faire par élimination, je pense. C'est pas évident comme question, je trouve. Mais en procédant par élimination, vous devriez trouver la bonne réponse. Alors, déjà ça, c'est une aberration. Effectivement, c'est pas l'orchestrateur qui va consommer la queue. Les queue items, c'est le robot. Ça, UiPath Broken BDD, the happening or active jobs, non, bah non, parce que ça quand même poserait de gros problèmes. Et donc c'est par rapport à la connexion, en fait, quand on connecte un robot, en fait, on a besoin des usernames de la Windows, on est souvent sur une machine virtuelle, donc on a besoin de ça, donc par élimination, c'est celui-ci. Et effectivement, en fait, quand on connectait un Attended Robot au UiPath Orchestrator, c'est très simple. Avec les dernières versions de UiPath, on n'a pas besoin des Windows credentials. Which function is available with an Attended Robot? Process execution can be manually triggered from an orchestrator shared folder. Process execution can be scheduled from orchestrator. Process can be started from UiPath Assistant or the command prompt. Process execution can continue under a locked screen. Ça, c'est une bonne question spécifique sur le robot Attended. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Ben, en fait, je vais lancer mon robot via le UiPath Assistant. Voilà, c'est une fonctionnalité que j'ai quand je suis en mode Attended. J'ai un UiPath Assistant qui va me permettre de lancer mon robot. Effectivement, si on est en écran verrouillé, ça ne marchera pas. Et le scheduler, c'est pour le Attended. Et voilà, on ne va pas forcément utiliser l'orchestrateur pour lancer des robots Attended. Hein. Donc, c'est pas possible de lancer le robot depuis un dossier partagé. Which function does the anchor-based activity provide? Confirm the selector for the element is true, based on the nearby anchored element. Searches for your element by attaching to a reliable selector field and sends the tab hotkey until it's in the desired field. Confirms the page is fully loaded and that all elements are in the same place as where the automation was developed. Searches for UI element by using another UI element as an anchor, and searches the specified area around the anchored element. Alors, ici, la bonne réponse, l'encre, en fait, ça sert d'utiliser un autre élément de la user interface auquel on va se rattacher. J'ai, par exemple, un libellé, le numéro de téléphone. Le champ, parfois, il va, si ça a été mal codé, il va être un peu partout sur la page. Donc, du coup, je vais me rattacher au libellé de mon champ. Donc, c'est ça, en fait, à quoi ça sert le Anchor-Based Activity. Ça, c'est une autre activité. Confirm the page is fully loaded. Vous pouvez chercher laquelle peut être utilisée pour faire ça. La tab hotkey, je vois pas trop le lien. Pourquoi utiliser une hotkey en fait? Et ça, en fait, ça serait true false. En fait, c'est pas vraiment, c'est pas une fonction que ça va apparaître. Donc ça, je vois pas trop, je sais pas trop, mais je pense pas que, je sais pas si y a une activité qui permet de faire ça.
En tout cas, moi je ne connais pas, ou je ne l'ai pas en tête. Alors, what describes the file access level needed when using the workbook read range activity? Works only with .sls files and Excel does not need to be installed. Works with .sls files and Excel does not need to be installed. Works with .xl and .sls files and Excel must be installed. Works only with .slsm file and Excel must be installed. Donc là, ben, c'est vraiment la question spécifique au workbook. Donc le workbook read activity, ça ne fonctionne pas avec les XLM, donc les fichiers macro. Et ça n'a pas besoin d'avoir Excel installé. Donc ici, vous avez deux cas. Et ça va fonctionner avec pas seulement les fichiers XLS, ça marche aussi avec XLX. Donc ici, c'est celle-ci la bonne réponse parce qu'en fait, ça c'est trop restrictif en fait. C'est pas uniquement avec le XLX, XLS, ça peut marcher aussi avec XLX. Donc c'est celle-ci la bonne réponse. Donc très très important la différence entre workbook et le use Excel application scope. Alors, what is the feature of the native screen scraping method? Extract hidden text, extract the text position, runs in the background, support Citrix. Donc, je vous laisse réfléchir et on va regarder la documentation du UiPath parce qu'on a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, le native screen method, en fait, vous en avez plusieurs et elles sont documentées ici dans la documentation du UiPath que je trouve très bien faite parce que vous avez un tableau récapitulatif en fait des différences entre elles. Donc vous avez le full text, le native, le OCR et en fait comme vous le savez peut-être déjà l'OCR, le native ça marche pas en background donc c'est que sur le attended, le full text et vous avez ce qui permet d'extraire la position du texte, le texte caché, etc. Donc ça en fait vous avez vraiment dans ce tableau les différences entre les trois screen scraping méthodes. Donc ça, c'est hyper important de le connaître. Et vous voyez, il y a une question qui fait appel en fait à ce tableau. Donc n'hésitez pas à consulter cette page pour vraiment comprendre les différences entre les trois types de scraping methods. Et donc ici, je peux lire dans mon tableau, hein, qu'est-ce que ça permet de faire native screen? Ça permet, on l'a vu, d'extraire le text position. Et donc Citrix, background et hidden text. Le Citrix, ça ne le prend pas. Le hidden text, ça ne le prend pas. Et Citrix, ça ne le prend pas non plus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est pas en background. Donc ça extrait uniquement de la position du texte. Voilà. Donc ça pourrait, voilà, les trois, là on a vu dans le tableau, ne sont pas pris en compte. Donc vraiment à connaître par cœur. A developer needs to create a variable to store the value of an email address. Which variable, property or field is optional? Default, variable type, name and scope. Et bien, donc là, effectivement, on a les quatre champs quand on crée une variable. Donc on doit lui donner un nom, forcément. On doit lui donner le périmètre. Le type, bien entendu. Par contre, on n'est pas obligé de donner une valeur par défaut à une variable qui va stocker une adresse email, donc une variable de type string, certainement. Donc effectivement, c'est default. What is a unique feature of the UI Explorer tool? Allows the developer to indicate a selector, allows the developer to view the full UI hierarchy tree, allows the developer to use wildcards in the selector, allows the developer to repair a selector. En fait, on l'a vu tout à l'heure, je crois que je l'ai toujours, ouais. Ici, en fait, on voit l'arbre hiérarchique des éléments de la page sur le UI Explorer. Donc, c'est effectivement la caractéristique unique de l'outil UI Explorer. Là aussi, il y a sur la UiPath Academy, si vous faites la formation en ligne, vous avez tout un module sur le UI Explorer qui vous permettra de voir tout ce que ça permet de faire. What are the differences between variables and arguments? Variable pass data between workflow flies. Arguments pass data between activities inside the same workflow. Variable always have a direction. Arguments can be assigned to variable value. Variables must be assigned to an argument value. Arguments always have a direction. Variables pass data between activity inside the same workflow. Arguments pass data between workflow flies.
Alors ici, en fait, ben, sur la base des questions précédentes, on peut, je pense, en déduire la bonne réponse, puisqu'on a vu qu'on avait besoin d'utiliser un argument in sur un workflow flight. Donc ici, on sait que ben, les variables, ça permet de passer de la donnée entre des activités à l'intérieur du même workflow, et les arguments, c'est entre différents workflow files. Donc c'est ça la bonne réponse, et en fait, on l'a déjà vu sur, ben, je crois, deux questions précédentes. Celle avec l'exercice où on avait un workflow qui était affiché, et celle avec le in et le out. Alors, review the following graphic. Alors j'essaie de l'afficher en entier. On a un try catch d'ailleurs au début. Alors vous avez, donc là on a le try, et là on a un catch, et on a ces deux variables qui sont déclarées, qui ressemblent d'ailleurs à celles qu'on avait dans l'autre exercice. On a un string et un array de string. Alors je laisse réfléchir, et la question c'est based on the graphic, what is the output of the workflow? Current item test, index out of range, current item null, null reference exception. Donc effectivement on s'attend à avoir une exception, alors soit oui voilà, donc soit une erreur qui va être, une exception qui va être absorbée, enfin capturée par la partie catch du try catch, et du coup qui va être écrite ici. Alors, donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, la question c'est ben, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va réaliser la partie dans le try. Donc, donc j'ai un array qui contient la valeur test. Et ici, en fait, je vais stocker la valeur de l'array, donc à la position 1, dans ma variable string item. Et ce que je vais vouloir faire, ça c'est afficher son contenu. Donc, quel est le problème? Eh bien, le problème, en fait, il est un peu, alors, il est pas si évident que ça, mais si vous regardez ici, en fait, vous allez comprendre, c'est que là, j'ai une seule valeur dans mon array, et là, je vais faire appel à la valeur à la position 1. Sauf que comme j'ai qu'une seule valeur, en fait, celle-ci, elle est en position 0, et après, j'ai rien. Et donc, du coup, je vais avoir une exception qui va être générée, et qui est tout simplement l'index out of range. Parce que je vais chercher quelque chose qui est au-delà de la range de ce que j'ai spécifié. Donc, en gros, ici, j'ai qu'un élément dans mon array, donc en position 0, et je vais chercher l'élément 1. Donc, je suis complètement out of range. Et donc effectivement, c'est ce qui va se passer. Le robot, il va capturer cette exception-là, ici, et donc du coup, il va afficher le message index out of range exception, qui est écrit ici dans le texte. Voilà. Which types of automation does UiPath support? Attended, hybrid and unattended, automation, unattended, automation only, attended and hybrid and unattended. Bon, si vous avez bien lu le PDF, en fait, c'est déjà écrit qu'il y en a deux, qu'il y a l'attended et l'unattended. Donc, vous savez qu'il y a au moins, si vous débutez, il y a vraiment deux modes de base, puisque c'est écrit dans le PDF, dont attended et unattended. Et donc, du coup, par déduction, en fait, il n'y a que cette proposition qui propose les deux à la fois, attended et unattended. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a un autre mode qui est supporté par UiPath, qui est le mode hybride, qui donc mélange les deux. Donc, vous pouvez là aussi chercher sur Internet comment fonctionne le mode hybride sur UiPath. Donc, on sait que c'est cette réponse-là, même par déduction. Which component of the UiPath platform is used to develop workflows? UI Explorer, UiPath Studio, UiPath Agent, UiPath Orchestrator. Alors ça, c'est vraiment une question simple pour ceux qui ont déjà utilisé l'outil. Déjà, on sait que ce n'est pas notre Explorer parce qu'on a déjà eu plusieurs questions là-dessus. L'orchestrateur, on a aussi des questions dessus, et en fait, l'environnement de travail qu'on va utiliser, c'est le studio pour développer. Donc, effectivement, c'est UiPath Studio qui est la solution, enfin, ce qui est l'outil qu'on télécharge et qu'on utilise pour créer nos petits robots.
Which UiPath Studio panel can be used to change the scope of a variable? Locals, outline, variables, or project. Alors, eh bien en fait, donc on est sur Studio, donc on est dans notre interface UiPath Studio, et où est-ce qu'on peut changer le périmètre d'une variable? Eh bien tout simplement dans la partie variable. Donc là aussi, je pense que c'est assez évident pour ceux qui ont déjà travaillé avec le Studio. Donc, vous voyez, il y a des questions qui sont assez simples, qui sont assez courtes. Donc en termes de timing, c'est vraiment jouable, hein, sur 1 heure et demie. Surtout que là, vous voyez, on a presque terminé et je vous explique chaque proposition. Et il reste encore demi-heure, hein. Donc on pourrait presque aller jusqu'à 60 questions. What is the correct expression for displaying the current date in the output panel using a write-line activity in this format? Format now, compare to now, to string. Donc là, alors c'est intéressant parce que on veut l'afficher sur notre output panel avec une write-line activity. Donc ça veut dire qu'il faut que ça s'affiche en string, hein. Sinon, si on est en format date, ça ne va pas marcher. Donc il va falloir qu'on caste en fait notre format qui va être en date. Et donc la fonction qui permet de générer une date, c'est now. Et donc nous, ce qu'on a besoin, c'est de la passer en string et de lui indiquer qu'on veut afficher ce format-là. Donc c'est celle-ci la bonne réponse. Là, je vous encourage vraiment à aller sur la documentation et chercher les informations sur la méthode now, sur le format date, parce que c'est toujours compliqué de travailler avec des dates. Et voilà, il y a des formats qui sont spécifiques à UiPath, donc il vous faut passer du temps dessus pour vraiment maîtriser ces éléments-là. Alors, a developer needs to ensure a string has a valid email format. How can this be verified? Using the format value activity, using the content function with @.com, using regular expressions, using a send SMTP main message activity. Alors, on veut vérifier, donc on est sur un string qu'il est au format email en fait, enfin qu'il contient un email valide. Donc, comment on peut faire? On pourrait utiliser la fonction contains. Effectivement, on va regarder si ça contient @.com. Mais si on fait ça, en fait, on va passer à côté de formats d'email valides, notamment les formats en @.fr par exemple. Donc, ce qu'on va préférer utiliser, ce sont les expressions régulières, le regex. Donc, en fait, ça va nous permettre, sur la base de certains patterns de string, de retrouver tout ce qui est, par exemple, justement des formats d'email. Donc là-dessus, si vous n'êtes pas du tout familier avec ça, je vous encourage à regarder le fonctionnement du regex et ça vous permettra de comprendre son fonctionnement et justement comment on peut l'utiliser pour faire ce genre de choses. Alors, a developer wants to build a project which iterates through multiple digital PDF invoice files to retrieve the total value. Assuming all the files have the same structure, which action should be performed based on best practices? Ensure the total values are copied to the clipboard by using hotkeys. Use OCR activities to output the total value from all invoices. Ensure the selectors are valid for all invoices. Use the find image and get text activities in an anchor-based activity. Alors, donc on va itérer dans plusieurs PDF qui sont en format digital pour récupérer une total value. On nous dit aussi qu'ils ont tous la même structure, donc on peut supposer que notre total value, en fait, elle est tout le temps au même endroit, ce qui va être bien pratique. Et qu'est-ce qu'on devrait faire comment on devrait faire ça sur la base des bonnes pratiques? Alors déjà, on peut éliminer l'OCR parce qu'on nous dit qu'on est en format digital. Donc l'OCR, on va vraiment l'utiliser en dernier recours si on a des PDF qui sont scannés. Sinon, on n'a pas des réponses qui sont à 100% correctes. Donc on va plutôt préférer utiliser des activités de base. Ensuite, on a une autre possibilité qui est d'utiliser le clipboard by using hotkeys. Donc utiliser le clipboard, ça c'est possible.
C'est pas forcément, surtout avec les hotkeys, la meilleure façon, parce que c'est quand même moins robuste que d'autres solutions. Et en fait, ici, on va faire une boucle et on va parcourir des PDF qui ont qui ont le même format. Donc, on va pouvoir utiliser des selectors pour faire ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment vérifier qu'ils sont valides pour tous les invoices, quitte à mettre des wildcards, à passer des choses en sélecteur dynamique pour que ça puisse fonctionner. Donc, je pense que ce serait la meilleure option. Et l'Anchor Base, en fait, on n'a pas forcément besoin parce qu'on nous dit qu'ils ont la même structure. Donc, a priori, on peut aller chercher notre total value ici. Donc voilà, là, ça demande un peu plus de raisonnement. Sur la partie PDF, voilà, n'hésitez pas à regarder dans la doc tout ce qu'on peut faire sur les PDF. Which activity can be used to retrieve the value from a specific column from a data row object? Get transaction item, remove data row, filter data table, get row item. Donc là, on veut chercher la valeur d'une specific column dans un data row object. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On veut récupérer. Donc déjà le remove, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Get transaction item, ça n'a rien à voir avec ça. Filter data table, bah, c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut récupérer la valeur d'une colonne spécifique. Donc on va utiliser un get row item. Get row item, en fait, si vous ne connaissez pas, pareil, je vais vérifier dans ma doc si c'est bien ça. Tac. Il y a même des vidéos qui ont été faites là-dessus, je vois. Et ça va vous expliquer ce que ça fait tout simplement. Donc, retrieve the value from a row in the data table according to specified column. Donc là, effectivement, ça va récupérer from a specified column. Donc là, on a vraiment la définition de l'activité get row item. Donc, vous voyez, si vous connaissez la plupart des activités, si vous connaissez tout simplement leur définition, vous allez facilement pouvoir répondre à ce genre de questions. Based on best practice, how many global exception handlers can be set per automation project? One for the entire project, an unlimited number in the project, for each workflow in the project, one for each activity in the project. Alors, là aussi, le Global Exception Handler, si vous n'êtes pas familier avec lui, vous le cherchez dans la documentation UiPath. Sinon, en fait, par définition, c'est quelque chose qui est global. Donc, si c'est quelque chose qui est global, on n'a besoin qu'un seul, tout simplement. Donc, on va n'utiliser effectivement qu'un seul par projet d'automatisation. Voilà, donc c'est la dernière question. On va pouvoir afficher les résultats et voir si on a tout juste. Tac. Parfait, 100%. Donc, on a bien eu toutes les réponses de juste, donc c'est un vrai soulagement, on va dire. En tout cas, vous avez vu, en parcourant les différentes questions, on a vu énormément d'éléments qui vont être utiles pour préparer la certification. Donc, n'hésitez pas à refaire le test par vous-même. Et je pense qu'à partir du moment où vous êtes capable d'expliquer pour chaque proposition pourquoi ce n'est pas la bonne réponse, ce que fait telle ou telle proposition, comme dans l'exemple final, mais en fait, vous serez prêt pour passer la certification UI/RPA. J'espère que cette vidéo vous aidera ou vous a aidé dans la préparation de votre certification. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour avoir d'autres vidéos sur UiPath. Et si vous passez la certification, si vous prévoyez de la passer ou si vous l'avez obtenue, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, ça me fera très plaisir de savoir que cela vous a aidé. Merci à tous et puis bon courage avec UiPath et bon courage pour ceux qui vont préparer la certification. À bientôt!